Le succès n'est pas une conquête, mais une délivrance. Imaginez un incendie silencieux ravageant une bibliothèque sacrée. C'est ainsi que vos habitudes quotidiennes consument votre potentiel sans que vous n'entendiez le moindre crépitement. Ici, sur Puissants livres oubliés, nous ne parlons pas de productivité moderne, mais de chirurgie de l'esprit. En puisant dans le code du Bushido et la rigueur du Zen, nous révélons que la grandeur n'est pas ce que l'on acquiert, mais ce qui surgit naturellement lorsque l'on cesse d'étouffer son essence. Ces 10 habitudes ne sont pas des erreurs, ce sont des fuites dans le vase sacré de votre existence. Apprêtez-vous à traverser le miroir des maîtres de l'ombre pour restaurer la pureté de l'action et libérer enfin le souverain qui dort en vous. L'hémorragie du verbe avant l'acte. Dans l'obscurité fertile des anciennes bibliothèques où reposent les secrets de la maîtrise de soi, il existe une loi non écrite, une règle d'or que les maîtres de l'ombre gardent jalousement. Le silence est l'incubateur de la puissance. L'hémorragie du verbe. Avant l'acte n'est pas une simple recommandation de discrétion, c'est une mise en garde contre la dissolution de votre force vitale. Lorsqu'un homme énonce ses ambitions avant qu'elles ne soient gravées dans la matière, il commet un suicide énergétique invisible. Les anciens maîtres japonais comprenaient que le ki, cette énergie primordiale qui anime l'univers, est une ressource finie dans l'instant présent. En ouvrant la bouche pour proclamer ce que vous allez faire, vous créez une fuite de pression dans la chambre de combustion de votre volonté. Le cerveau humain, dans sa complexité archaïque, ne fait que peu de différence entre la satisfaction imaginaire issue du récit et la satisfaction réelle issue de l'accomplissement. Lorsque vous racontez vos projets à autrui, vous recevez une gratification sociale immédiate, une reconnaissance prématurée qui agit comme une drogue apaisante. Cette libération de dopamine simule la victoire, et par un effet de miroir psychologique dévastateur, votre inconscient estime que le travail est déjà fait. L'urgence disparaît, la faim s'estompe, et le feu qui devait forger votre succès se transforme en une fumée tiède qui s'évapore dans le vide. Le verbe est une arme à double tranchant qui, mal maniée, se retourne contre celui qui la dégaine trop tôt. Dans la philosophie du Bushido, la parole est perçue comme un engagement de l'âme, mais aussi comme une dépense de substance. Parler de ses rêves, c'est les exposer au vent contraire de l'opinion publique, à l'envie corrosive et au scepticisme ambiant. Chaque oreille qui reçoit votre confidence devient un parasite qui se nourrit de la pureté de votre intention originelle. En partageant votre vision, vous permettez aux autres d'y projeter leurs propres peurs, leurs échecs et leurs limitations. La vision sacrée que vous portiez en vous se retrouve alors souillée, fragmentée par des jugements extérieurs qui s'insinuent dans les replis de votre détermination. Le silence, au contraire, agit comme une enceinte hermétique, une armure invisible qui protège la germination de vos projets. Un projet qui n'est pas dit reste une tension vivante, une pression interne qui ne demande qu'à exploser sous forme d'action concrète. C'est cette tension, ce refus de l'expression prématurée, qui transforme l'ambition en une force irrésistible capable de briser n'importe quel obstacle. Observer la nature, c'est comprendre que tout ce qui est profond et durable se construit dans l'absence de bruit. La graine ne crie pas au monde qu'elle va devenir un chêne centenaire. Elle s'enfonce dans le noir de la terre, patiente, absorbant les minéraux en silence jusqu'à ce que sa structure soit assez robuste pour percer la surface. Celui qui souffre de l'hémorragie du verbe avant l'acte est comme un jardinier impatient qui déterrerait sa graine chaque jour pour montrer sa croissance aux voisins. En agissant ainsi, il rompt le lien vital avec la terre et condamne la vie à l'atrophie. Le succès véritable exige une forme de solitude mystique, un retrait du monde des apparences pour se concentrer sur la densité de l'être.
En gardant vos intentions scellées dans la crypte de votre esprit, vous accumulez une énergie cinétique colossale. Vos paroles doivent être le résultat final de votre réussite et non le substitut de votre effort. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une communication avec les forces profondes de votre destinée. La psychologie profonde nous enseigne que le narcissisme de l'ego cherche constamment à être validé par le regard d'autrui. Proclamer ses intentions est une tentative désespérée de l'ego pour exister avant d'avoir agi. C'est une fuite devant la douleur de l'effort et l'incertitude du résultat. En brisant ce cycle de dépendance à la validation externe, vous récupérez une souveraineté absolue sur votre propre vie. Les maîtres zen parlaient souvent de la vacuité fertile, un espace vide de mots où seule l'action pure peut exister. Lorsque vous éliminez le bavardage sur vos buts, vous libérez un espace mental immense pour la stratégie, l'observation et la correction de trajectoire. Vous cessez d'être un acteur qui joue le rôle de la réussite pour devenir la réussite elle-même, une force de la nature qui s'exprime par des faits accomplis et non par des promesses vagues. La parole est l'argent des pauvres d'esprit, tandis que le silence est la monnaie de l'élite souveraine. L'hémorragie du verbe avant l'acte est également une trahison envers le futur que vous essayez de construire. En parlant, vous donnez forme à quelque chose qui devrait rester fluide et adaptable. La parole fige l'intention, elle la limite à des concepts linguistiques étroits, alors que l'action est multidimensionnelle. Pour réveiller votre grandeur, vous devez apprendre à aimer l'ombre et la discrétion. Laissez vos actions faire un bruit de tonnerre au moment opportun, mais que votre préparation reste aussi silencieuse que la chute de la neige sur un temple endormi. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin, car il ne gaspille jamais sa précieuse essence dans les méandres des conversations stériles. Il comprend que la véritable puissance n'a pas besoin de témoins pour exister. Elle se suffit à elle-même, trouvant sa satisfaction dans la précision du geste et la réalisation du dessein. En refermant ce premier chapitre de votre métamorphose, rappelez-vous que chaque secret gardé est un degré supplémentaire de chaleur dans le four de votre succès. Cultivez l'art de l'invisibilité verbale, et vous verrez que l'univers lui-même semble conspirer à la réussite de celui qui n'a besoin de personne pour applaudir ses intentions. La route vers l'excellence est pavée de silence profond et de décisions muettes qui, accumulées, finissent par créer un empire que personne n'avait vu venir, mais que tout le monde sera forcé d'admirer. La captivité dans le miroir d'autrui. Au plus profond des cryptes de la conscience, là où les anciens maîtres ont gravé les lois de la souveraineté absolue, repose une vérité glaçante. La plupart des hommes ne sont que des spectres errant dans les reflets d'autrui. La captivité dans le miroir d'autrui est cette habitude dévastatrice, ce poison subtil qui s'infiltre dans les veines de celui qui cherche la grandeur pour la transformer en une dépendance servile. Mesurer sa valeur par le regard de la masse ignorante revient à confier les clés de son propre temple à des barbares qui ne connaissent ni la valeur du silence, ni la géométrie du sacré. Dans la philosophie ésotérique des anciens guerriers japonais, le regard de l'autre est perçu comme une flèche invisible qui vient percer l'armure de l'âme, non pour la tuer, mais pour y injecter le doute. Cette captivité commence dès que vous permettez à l'opinion d'un inconnu, d'un voisin ou d'une société décadente de définir l'altitude de votre propre valeur. Vous devenez alors un mendiant émotionnel, cherchant désespérément dans l'œil de l'autre une confirmation de votre existence, ignorant que le miroir de la masse est déformant, fragmenté par l'envie, la médiocrité et l'incompréhension. Celui qui vit pour plaire à la multitude se condamne à une mort spirituelle lente, car il doit sans cesse amputer des pans entiers
de sa personnalité profonde pour tenir dans le cadre étroit des attentes sociales. Le succès, dans sa dimension la plus pure et la plus mystique, exige une rupture brutale avec ce système de validation externe, une exfiltration de la matrice des apparences pour rejoindre la réalité froide et souveraine de son propre centre. Le monde moderne a transformé ce miroir en une prison panoramique où chaque action est scrutée, pesée et jugée par des tribunaux de l'ombre, composés d'individus qui ont eux-mêmes renoncé à leur propre destin. La captivité dans le miroir d'autrui vous force à jouer un rôle sur une scène qui ne vous appartient pas, sous des projecteurs qui brûlent votre authenticité. Chaque fois que vous ressentez une bouffée de fierté parce qu'on vous admire ou une vague de honte parce qu'on vous critique, vous cédez une part de votre qui, cette énergie vitale qui devrait servir à bâtir votre empire. Les maîtres zen enseignaient que l'esprit doit être comme l'eau. Elle reflète la lune sans s'attacher à son image. Or, l'homme captif de son reflet est comme une eau troublée par le moindre jet de pierre, incapable de retrouver sa clarté originelle. Pour réveiller votre grandeur, vous devez apprendre à devenir opaque au regard des autres. L'invisibilité n'est pas seulement l'absence de présence physique, c'est surtout l'absence de vulnérabilité psychologique face au jugement. Le véritable monarque n'a pas besoin de couronne pour savoir qu'il règne, tandis que l'esclave de l'image a besoin d'applaudissements pour oublier sa propre vacuité. Cette dépendance au regard de la masse est une forme d'idolâtrie où vous sacrifiez votre vérité sur l'autel de la popularité, troquant votre souveraineté éternelle contre quelques miettes de reconnaissance éphémères. L'analyse de cette pathologie révèle que la masse ne cherche jamais à élever l'individu, mais à le ramener à son propre niveau de stagnation. Le miroir qu'elle vous tend n'est pas conçu pour vous montrer votre potentiel, mais pour vous rappeler vos limites. En vous mesurant à l'aune de ceux qui ne comprennent pas les sacrifices nécessaires à la maîtrise de soi, vous vous condamnez à une médiocrité confortable. La captivité dans le miroir d'autrui étouffe l'intuition, cette voix divine qui nous guide vers des chemins que personne d'autre n'ose emprunter. Si vous attendez l'approbation du troupeau pour entreprendre de grandes choses, vous n'entreprendrez rien, car le troupeau craint par-dessus tout ce qui sort de la norme. Les maîtres du Bushido considéraient que l'honneur ne résidait pas dans la réputation, qui est ce que les autres pensent de vous, mais dans l'intégrité, qui est ce que vous êtes réellement dans l'obscurité totale. Briser le miroir d'autrui, c'est accepter d'être mal compris, d'être haï ou d'être ignoré, tout en restant ancré dans une certitude intérieure que rien ne peut ébranler. C'est transformer son esprit en une forteresse de diamants sur laquelle les insultes et les éloges glissent sans laisser de traces. Dans la physique quantique de la réussite, l'observateur modifie la réalité observée. Si vous permettez à la masse d'être l'observateur de votre vie, elle figera votre destinée dans ses propres schémas de peur. En vous libérant de la captivité dans le miroir d'autrui, vous reprenez le contrôle de l'observation. Vous devenez le seul juge compétent de votre propre progression. Cette solitude psychologique est le prix à payer pour l'accès aux hautes sphères du pouvoir personnel. Il faut une force de caractère colossale pour regarder la foule en face et ne rien ressentir, pour n'être ni ému par sa haine, ni séduit par son amour. C'est dans ce vide émotionnel que naît la véritable liberté. Le succès n'est pas une destination collective, c'est une ascension solitaire, où chaque pas vers le sommet vous éloigne davantage de la compréhension du commun des mortels. Celui qui s'offusque d'être critiqué prouve qu'il appartient encore au monde de ceux qu'il prétend dépasser. Le véritable initié sait que le mépris de la masse est souvent le premier signe de sa propre ascension. La captivité dans le miroir d'autrui est une chaîne invisible qui vous lie aux échecs de vos ancêtres et aux frustrations de vos contemporains. Pour briser ce lien, vous devez cultiver une indifférence sacrée,
une forme de mutisme intérieur face au brouhaha des opinions. Imaginez que vous êtes le dernier survivant sur une planète déserte. Que feriez-vous? Quelle serait votre valeur si personne n'était là pour la valider? C'est dans cette interrogation que se cache le germe de la grandeur. Votre succès doit être une nécessité biologique et spirituelle, et non une performance théâtrale pour un public de passage. En cessant de chercher votre reflet dans les yeux des ignorants, vous commencerez enfin à voir la vérité dans le miroir de votre propre conscience. La masse ne peut pas vous donner ce qu'elle ne possède pas, la clarté, la vision et la maîtrise. Elle ne peut que vous offrir ses propres chaînes dorées de conformité. En sortant de ce miroir, vous cessez d'être un figurant dans l'histoire des autres pour devenir l'architecte de votre propre mythologie. La route de la souveraineté passe par le désert de l'impopularité. Les anciens enseignements japonais insistent sur le fait que le sabre ne se forge que dans l'isolement du feu et de l'enclume, loin des regards distraits. La captivité dans le miroir d'autrui est le brouillard qui empêche le forgeron de voir la lame. Chaque fois que vous vérifiez votre image sociale, vous détournez vos yeux de la lame que vous êtes censé devenir. Réveiller sa grandeur, c'est accepter de devenir une ombre pour le monde, afin de devenir une lumière pour soi-même. Ne laissez plus personne, absolument personne, poser son étiquette sur votre âme. Vous êtes une singularité, un événement cosmique qui ne peut être comparé à rien ni à personne. En détruisant l'habitude de vous mesurer par le regard des autres, vous récupérez une quantité infinie de temps et d'énergie créatrice. Vous n'avez plus rien à prouver, seulement à accomplir. Le miroir est brisé, les chaînes sont tombées, et devant vous s'ouvre l'immensité du possible, là où seule votre propre volonté dicte la loi. C'est ici, dans ce silence libéré des jugements, que votre véritable empire commence à prendre forme, bâti sur le socle inébranlable d'une estime de soi qui n'appartient qu'à vous et à l'éternité. La sédimentation des regrets inutiles. Dans le silence glacial des sanctuaires oubliés, là où le temps ne se mesure plus par le mouvement des astres mais par la densité de l'âme, les maîtres de l'ombre enseignent une vérité qui consume les faibles. Le passé n'est pas une bibliothèque de souvenirs, c'est une force gravitationnelle capable d'engloutir votre destin. La sédimentation des regrets inutiles est cette pathologie de l'esprit qui transforme le flux dynamique de votre existence en une structure géologique pétrifiée. Chaque erreur commise, chaque opportunité manquée et chaque blessure reçue agissent comme des particules de plomb qui, au fil des lunes, se déposent au fond de votre conscience. Si vous n'apprenez pas à dissoudre ces dépôts par la force du détachement sacré, ils finissent par former une croûte impénétrable qui emprisonne votre capacité à mouvoir le présent. Dans l'enseignement secret des anciens guerriers japonais, l'attachement au regret est perçu comme une trahison envers le sabre. Un sabreur qui regarde son coup manqué est déjà un homme mort sous le coup suivant de son adversaire. Le regret est un vampire énergétique qui se nourrit de la substance même de votre futur pour maintenir en vie un cadavre chronologique. Pour réveiller votre grandeur, il est impératif de comprendre que le passé est une terre morte qui ne doit plus jamais être labourée. Celui qui porte son passé comme un fardeau finit par se courber sous son poids, perdant de vue l'horizon des possibles et s'enfonçant dans la boue de la mélancolie stagnante. L'esprit humain possède cette tendance morbide à vouloir réécrire l'ineffaçable, à s'infliger la torture mentale du « j'aurais dû ». Cette rumination est la manifestation d'un ego qui refuse sa propre finitude et son impuissance face à l'irréversibilité du temps. La sédimentation des regrets inutiles crée une distorsion dans votre qui, car une partie colossale de votre attention est projetée vers l'arrière, laissant votre réalité présente dépourvue de la vigilance nécessaire à l'action pure.
Les maîtres zen parlaient de la vacuité active, un état où l'esprit est totalement disponible pour ce qui surgit ici et maintenant. Le regret est l'antithèse absolue de cet état, c'est un ancrage dans le non-être. En restant figé sur ce qui a été, vous devenez incapable de percevoir les ouvertures que l'univers place devant vous aujourd'hui. Vous êtes comme un navigateur qui garderait les yeux fixés sur le sillage de son navire tout en ignorant les récifs qui se dressent devant sa proue. La pétrification de l'âme commence par une pensée nostalgique et s'achève par une paralysie totale de la volonté. Pour celui qui aspire à la souveraineté, le passé ne doit être qu'une cendre dont on extrait le sel de l'expérience avant de disperser le reste au vent de l'oubli. Observer le processus de sédimentation dans votre propre esprit exige une honnêteté brutale. Le regret est souvent une excuse déguisée pour ne pas affronter les défis du présent. En vous complaisant dans la tristesse de vos erreurs passées, vous vous donnez le droit d'être médiocre aujourd'hui, justifiant votre inertie par le poids de vos cicatrices. Les anciens enseignements du Bushido insistent sur la nécessité de mourir chaque matin, c'est-à-dire de rompre chaque jour le lien de continuité avec l'homme que vous étiez hier. Si vous transportez les débris de vos échecs dans la nouvelle aube, vous ne faites que prolonger la défaite. Le succès exige une légèreté métaphysique, une capacité à glisser sur les événements sans qu'ils ne puissent vous agripper. La sédimentation des regrets inutiles rend votre âme rugueuse, lourde et vulnérable. Chaque regret est une aspérité sur laquelle les circonstances extérieures peuvent s'accrocher pour vous faire trébucher. En pratiquant la chirurgie du détachement, vous polissez votre esprit jusqu'à ce qu'il devienne comme le miroir d'argent des légendes. Il reflète tout mais ne garde rien. La physique de la grandeur ne tolère aucune fuite de puissance. Lorsque vous regrettez, vous envoyez des impulsions nerveuses et spirituelles vers un espace-temps qui n'existe plus, créant un court-circuit dans votre architecture mentale. Cette énergie gaspillée est celle qui manque à votre empire pour s'ériger. Imaginez la force que vous pourriez déployer si chaque atome de votre volonté était concentré sur l'action immédiate sans la moindre interférence issue de vos souvenirs. Les maîtres de l'ombre savaient que la mémoire est un outil dangereux. Elle doit servir à la stratégie, pas à la souffrance. La sédimentation des regrets inutiles transforme votre mémoire en une prison de cristal où vous contemplez sans cesse les versions de vous-même qui ont échoué. Pour briser ce cristal, il faut invoquer le feu de la présence absolue. Rien de ce qui s'est passé il y a 10 ans, 10 jours ou même 10 minutes ne doit avoir le pouvoir d'altérer la pureté de votre mouvement actuel. Vous devez devenir un courant d'eau vive qui se purifie par le simple fait de couler, sans jamais regarder la rive qu'il vient de quitter. Considérer ses erreurs comme des fatalités est la marque de l'esclave. Le souverain, lui, voit ses erreurs comme des expériences alchimiques. Une fois que la leçon est extraite, le résidu doit être jeté au feu. L'habitude de s'attacher au regret provient d'une mécompréhension profonde de la nature de la réalité. Le présent est le seul point d'accès au pouvoir divin. C'est la seule porte vers la transformation. En habitant le passé par le regret, vous devenez un fantôme dans votre propre vie, un spectateur impuissant de votre déclin. La sédimentation des regrets inutiles vous prive de votre capacité d'adaptation, car vous essayez de résoudre les problèmes de demain avec les émotions de vos défaites d'hier. Pour réveiller votre grandeur, vous devez pratiquer l'art de l'amnésie sélective souveraine. Il ne s'agit pas d'oublier les faits, mais de déconnecter la charge émotionnelle qui y est liée. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous appartenez à la vie, au mouvement et à la conquête de l'instant présent. La véritable maîtrise consiste à transformer le poids de l'expérience en une fondation solide plutôt qu'en une tombe. Mais cela n'est possible que si vous refusez la sédimentation.
Dans les anciens monastères, on enseignait que l'attachement au passé est la forme la plus subtile d'arrogance. C'est croire que votre petite histoire personnelle est plus importante que le flux infini de l'univers. Le regret est une contraction de l'être, une fermeture face à la lumière. En libérant vos regrets, vous dilatez votre champ de conscience, permettant à la richesse et au succès de s'écouler vers vous sans obstacle. Vous redevenez fluide, imprévisible et redoutable. Un homme sans regret est un homme qu'on ne peut pas manipuler par la culpabilité. Un homme qu'on ne peut pas arrêter par la peur de l'échec, car pour lui, l'échec n'est qu'un mot vide de sens, aussitôt qu'il appartient au passé. Pour clore cette étape de votre initiation, comprenez que chaque seconde passée à pleurer sur un vase brisé est une seconde de moins pour forger une couronne. La sédimentation des regrets inutiles s'arrête au moment précis où vous décidez que votre futur a plus de valeur que votre histoire. Soyez comme le sabre qui tranche l'air sans laisser de traces. Soyez comme la lune qui traverse les nuages sans emporter leur ombre. Votre grandeur ne se trouve pas derrière vous, dans les décombres de vos essais infructueux, mais devant vous, dans la clarté d'un esprit libéré de tout remords. En effaçant la sédimentation de votre âme, vous retrouvez la souplesse du bambou et la dureté de l'acier. Le passé est un rêve dont vous devez vous réveiller pour enfin prendre possession de votre royaume. Le temps n'est pas votre ennemi, sauf si vous lui permettez de s'accumuler en vous. Devenez éternellement neuf et le succès, dans sa forme la plus pure, ne pourra faire autrement que de vous suivre comme votre propre ombre. La fragmentation de l'attention sacrée. La fragmentation de l'attention sacrée est cette trahison métaphysique, ce crime contre la puissance de l'être qui consiste à poursuivre simultanément des lièvres multiples sur les sentiers de l'existence. Dans l'enseignement secret des anciens guerriers japonais, l'attention n'était pas considérée comme une simple fonction cognitive, mais comme la pointe d'un sabre spirituel. Un sabre dont la force dépend exclusivement de la convergence de toutes les fibres de l'âme vers un point unique, une singularité où le temps et l'espace se plient devant la volonté de l'initié. Celui qui disperse son esprit entre 1000 désirs, 1000 notifications et 1000 projets inachevés commet un acte de sabotage contre sa propre grandeur. Il fragmente son ki, cette essence vitale, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une brume tiède, incapable de brûler ou de trancher quoi que ce soit. Le succès, dans sa dimension la plus occulte et la plus profonde, est une question de densité. Plus votre attention est concentrée, plus votre réalité devient malléable. À l'inverse, l'attention fragmentée crée une existence poreuse, où les opportunités glissent entre vos doigts comme du sable fin, parce que vous n'avez plus la masse critique nécessaire pour les saisir et les figer dans la matière. La poursuite simultanée de lièvres multiples est la marque d'un esprit esclave de l'illusion, un esprit qui croit que l'abondance naît de la dispersion. Pourtant, dans les anciennes bibliothèques où dorment les livres oubliés, les lois de la richesse sont claires. Celui qui veut tout posséder en même temps finit par être possédé par son propre chaos. Cette fragmentation est une fuite devant la profondeur. Il est plus facile de survoler 10 sujets que de s'enfoncer dans les ténèbres d'un seul jusqu'à en extraire la lumière. En multipliant les centres d'intérêt et les ambitions parallèles, vous créez une interférence quantique qui annule votre pouvoir de manifestation. Votre énergie se heurte à elle-même, vos intentions se contredisent et vous restez immobile au centre d'un tourbillon de mouvements inutiles. Pour réveiller votre grandeur, vous devez pratiquer l'art de l'exclusion brutale. Le succès est un dieu jaloux qui exige une dévotion totale, une attention si pure qu'elle devient une forme de méditation active, une fusion entre l'observateur et l'acte. Les maîtres du Bushido enseignaient le concept de Zanshin, cet état de vigilance ininterrompue, mais ce Zanshin est impossible pour celui dont l'âme est morcelée par les distractions du siècle.
L'attention est la monnaie souveraine du royaume intérieur. Chaque fois que vous détournez votre regard de votre objectif principal pour répondre à une sollicitation mineure, vous payez un tribut à la médiocrité. La fragmentation de l'attention sacrée est le mécanisme par lequel la masse ignorante est maintenue dans la servitude. En saturant son esprit d'informations futiles, on l'empêche de cultiver la puissance du focus qui renverse les empires. Observer sa propre fragmentation exige une lucidité glaciale. Combien de fois avez-vous trahi votre présent en pensant au projet suivant alors que le premier n'était pas encore achevé? Cette impatience est une faiblesse du caractère, un refus de l'ascèse qu'impose la maîtrise d'un seul domaine. En devenant un dilettante du destin, vous vous condamnez à rester à la surface des choses, là où la compétition est féroce et les récompenses insignifiantes. La véritable richesse se cache dans les profondeurs abyssales, là où seule une attention monolithique peut vous conduire. Vous devez devenir un rayon laser, une lumière qui par sa seule concentration acquiert le pouvoir de percer l'acier le plus dur. La physique de la réussite exige que vous brisiez le mythe de la polyvalence. Dans l'univers invisible des causes, l'action simultanée affaiblit le résultat. Lorsque vous vous consacrez à une seule tâche avec une intensité mystique, vous créez un tunnel de réalité où les obstacles s'écartent d'eux-mêmes. La fragmentation de l'attention sacrée, au contraire, renforce la résistance du monde extérieur, car vous n'avez pas assez de poids pour enfoncer les portes du possible. Les anciens maîtres disaient que l'esprit est comme un singe agité qui saute de branche en branche. Le sage est celui qui attache le singe au pied de l'arbre de la connaissance. Récupérer son attention sacrée, c'est décider que rien, absolument rien, n'est plus important que l'acte que vous accomplissez en ce moment précis. C'est transformer chaque geste, même le plus simple, en un rituel de puissance. Si vous écrivez, soyez l'écriture. Si vous combattez, soyez le combat. Si vous bâtissez votre fortune, soyez le métal et le chiffre. Toute division de cette unité est une perte de souveraineté. La fragmentation est également une forme de lâcheté spirituelle. Elle permet de ne jamais affronter le vide intérieur qui surgit lorsque le silence s'installe. En remplissant votre esprit de multiples préoccupations, vous évitez la confrontation avec votre propre essence. Pourtant, c'est dans ce face-à-face solitaire, avec l'objectif unique que se forge le caractère du monarque. Celui qui sait rester immobile sur un seul point finit par faire bouger le monde entier. Le succès n'est pas une accumulation de petites victoires dispersées, mais l'aboutissement d'une pression constante et directionnelle. En cessant de chasser plusieurs lièvres, vous découvrez que le lièvre que vous avez choisi finit par s'arrêter de lui-même, hypnotisé par la puissance de votre regard. C'est ici que réside la magie de la concentration. Elle modifie l'environnement à votre insu. Les opportunités ne se cherchent pas, elles sont attirées par la densité de votre présence. Pour sortir de la captivité de la distraction, vous devez ériger des murs de silence autour de votre travail. La fragmentation de l'attention sacrée est alimentée par la porosité de votre vie. Apprenez à fermer les portes, à couper les liens, à dire non à tout ce qui ne nourrit pas votre feu central. Cette diète de l'esprit est nécessaire pour restaurer la sensibilité de vos sens supérieurs. Un esprit saturé est un esprit aveugle. En purgeant votre attention des scories de la multiplicité, vous retrouvez la vision claire, celle qui permet de voir les structures invisibles du succès là où les autres ne voient que du chaos. Votre grandeur dépend de votre capacité à rester sourd au chant des sirènes de la nouveauté, pour rester fidèle à la profondeur de votre œuvre. Comprenez que votre attention est le seul véritable trésor que vous possédez. Ne le gaspillez plus en monnaie de singe. La trahison de l'instant présent est la seule erreur que le destin ne pardonne jamais, car le présent est le seul lieu où le pouvoir peut s'exercer. En unifiant votre esprit, vous devenez comme une montagne, inébranlable,
massive, dominant le paysage de votre vie par votre seule intensité. La fragmentation de l'attention sacrée est le voile qui vous cache votre propre divinité. Déchirez ce voile, ramenez chaque fragment de votre âme vers le centre et regardez comment la réalité commence à se plier sous le poids de votre unité retrouvée. Le succès n'est pas le fruit du hasard, c'est la récompense de celui qui a osé ne regarder qu'une seule chose jusqu'à ce qu'elle lui appartienne totalement. Devenez le maître de votre focus et vous deviendrez le maître du monde, car celui qui possède son attention possède la clé de toutes les portes. L'illusion de la maîtrise sans sacrifice. L'illusion de la maîtrise sans sacrifice est le poison le plus subtil de notre ère. Une chimère dorée qui paralyse la quête de la perfection durable en la remplaçant par les miettes de la satisfaction immédiate. Dans l'enseignement secret des anciens maîtres japonais, la maîtrise, ou shugyo, n'était pas perçue comme un simple apprentissage, mais comme une mort volontaire à soi-même, une série de renoncements nécessaires pour permettre à l'excellence de prendre forme. Celui qui croit pouvoir s'élever vers les sommets de la souveraineté sans offrir une part de son confort, de son temps ou de ses plaisirs futiles sur l'autel de son ambition, se condamne à une existence de simulacre. La satisfaction immédiate est un sédatif pour l'âme. Elle calme la faim de grandeur en la nourrissant de plaisirs rapides, de gratifications éphémères et de succès superficiels. Pour réveiller votre grandeur, il est impératif de rompre ce pacte de médiocrité. Le succès véritable exige un droit d'entrée, une taxe sur l'ego que les maîtres de l'ombre appellent le sacrifice pur. Sans ce tribut versé dans les profondeurs de la discipline, la maîtrise reste une illusion, une façade fragile qui s'écroule au premier souffle de l'adversité. Le poison de la gratification instantanée agit en court-circuitant la structure temporelle de votre volonté. En cherchant le résultat sans traverser le désert du processus, vous amputez votre esprit de sa force de frappe. Les anciens guerriers savaient que le sabre n'acquiert sa dureté que par le martèlement incessant et le passage répété dans les flammes. Celui qui fuit la douleur de la forge ne possédera jamais une lame capable de trancher l'illusion. L'illusion de la maîtrise sans sacrifice vous fait croire que la chance, le talent inné ou les raccourcis technologiques peuvent remplacer l'ascèse du travail profond. C'est une trahison de la loi naturelle de cause à effet. Sur la chaîne Puissants livres oubliés, nous explorons ces livres anciens qui rappellent que la richesse et la souveraineté sont des énergies denses qui ne se fixent que sur des structures préalablement durcies par le sacrifice. Si vous recevez sans avoir sacrifié, vous devenez un réceptacle trop fragile pour la puissance. Elle finira par vous briser au lieu de vous servir. Le sacrifice n'est pas une perte, c'est une alchimie. Vous transmutez une forme d'énergie inférieure, le plaisir de l'instant, en une forme supérieure, la maîtrise éternelle. L'analyse de cette illusion révèle une peur viscérale du vide et de l'effort non récompensé dans l'immédiat. La masse ignorante ne comprend pas que le silence des années de préparation est ce qui donne son poids au cri de la victoire. En succombant à la satisfaction immédiate, vous fragmentez votre destinée. Vous devenez incapable de construire des édifices dont les fondations exigent des mois d'obscurité. La maîtrise exige une forme de foi obscure, une capacité à investir sa vie dans des actions dont le fruit ne mûrira que dans une saison lointaine. Les maîtres zen enseignaient l'art de l'attente active, être totalement engagé dans le geste présent tout en ayant renoncé au désir du résultat. C'est paradoxalement en sacrifiant votre attachement au fruit de vos efforts que vous devenez capable de l'effort pur, celui qui crée la perfection. L'illusion de la maîtrise, sans sacrifice, vous enchaîne au résultat, vous rendant anxieux, impatient et finalement malléable par les circonstances extérieures.
Pour celui qui aspire au trône de sa propre existence, le sacrifice du confort est le premier acte de souveraineté. La physique de la réussite ne reconnaît pas les raccourcis. Chaque strate de compétence, chaque degré d'influence et chaque once de richesse exigent une dépense d'énergie correspondante. Lorsque vous choisissez la satisfaction immédiate, vous mangez votre propre capital de croissance. Vous êtes comme un roi qui brûlerait les poutres de son palais pour se réchauffer une seule nuit. Le matin venu, vous n'aurez plus de toit, et votre grandeur ne sera plus qu'un souvenir cendré. Le sacrifice volontaire est l'acte par lequel vous prouvez à l'univers que votre intention est réelle. C'est une déclaration de guerre à votre propre paresse. En renonçant délibérément à ce qui est facile, vous attirez vers vous ce qui est exceptionnel. La rareté du succès vient du fait que peu d'hommes acceptent le prix de l'excellence. Si le chemin était sans douleur, la récompense serait sans valeur. Pour réveiller votre grandeur, vous devez apprendre à aimer la difficulté, à la rechercher comme le signe que vous êtes sur la voie des maîtres. L'illusion de la maîtrise facile est alimentée par une société qui vend le confort comme une fin en soi. Mais le confort est la tombe de l'ambition. Dans les enseignements ésotériques du Bushido, le guerrier s'entraînait sous la cascade glacée ou dans la chaleur étouffante, non pas pour la technique, mais pour briser la domination du corps sur l'esprit. L'illusion de la maîtrise, sans sacrifice, se dissipe dès que vous comprenez que votre ennemi principal n'est pas le manque de moyens, mais votre propre refus de souffrir pour votre art. Le succès n'est pas une destination, c'est une qualité de l'être qui se forge dans le renoncement aux futilités. En coupant les racines de la satisfaction immédiate, vous permettez à votre énergie de remonter vers les centres supérieurs de la création et de la stratégie. Vous devenez un prédateur du futur, capable de jeûner dans le présent pour dévorer des empires demain. La quête de la perfection durable exige une vision qui dépasse l'horizon du mois ou de l'année. Elle demande une patience de pierre et une volonté d'acier. Le poison de l'immédiateté vous rend myope, vous empêchant de voir les structures invisibles qui soutiennent les véritables puissances de ce monde. Chaque maître que vous admirez est un homme qui a accepté de disparaître dans l'ombre du travail ingrat pendant que les autres faisaient la fête. Il a sacrifié son sommeil, sa vie sociale et parfois sa santé mentale pour devenir une singularité. Cette solitude du sacrifice est le creuset de la magie. C'est là que le plomb de l'ordinaire se transforme en l'or de la maîtrise. En refusant ce sacrifice, vous restez implombé, lourd de vos désirs inassouvis et léger de vos réalisations concrètes. Posez-vous cette question brutale. Que n'avez-vous pas encore été capable de perdre pour gagner ce que vous convoitez? Si la réponse est rien, alors vous n'avez encore rien commencé. L'illusion de la maîtrise, sans sacrifice, est le voile qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Déchirez ce voile par un acte de renoncement radical. Choisissez la voie longue, la voie dure, la voie qui exige tout de vous. C'est seulement lorsque vous aurez tout donné que vous recevrez tout en retour, non pas comme une faveur, mais comme la conséquence inévitable de votre transmutation. Le succès ne se donne pas, il se paie avec la chair de votre confort et le sang de votre temps. Devenez l'alchimiste de votre propre destin, embrassez le sacrifice comme un honneur, et regardez comment le monde s'incline devant celui qui a prouvé qu'il était prêt à tout pour atteindre la cime de sa propre perfection. La maîtrise durable est le fruit d'une patience sacrée, et son éclat ne s'éteint jamais, car il a été forgé dans un feu que seule l'absence de compromis peut entretenir. L'accumulation obsessive de matière morte. Dans le silence sépulcral des demeures où l'âme s'asphyxie sous le poids de l'avoir, les maîtres de l'ombre observent une forme de démence moderne, la croyance que l'accumulation de matière est un signe de puissance.
L'accumulation obsessive de matière morte est cette pathologie invisible, ce linceul de soie et d'acier que l'homme tisse autour de lui-même jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Dans l'enseignement secret des anciens monastères japonais, l'espace n'était pas un vide à remplir, mais une présence à préserver. Chaque objet que vous possédez, chaque possession que vous stockez, n'est pas une richesse, mais un ancrage énergétique qui réclame une part de votre vigilance, de votre entretien et de votre espace mental. Pour celui qui aspire à la souveraineté sur puissants livres oubliés, posséder trop de choses revient à fragmenter son propre esprit en autant de parcelles que d'objets accumulés. La matière morte possède une fréquence vibratoire basse qui agit comme un lest sur votre ki. Elle freine votre ascension et opacifie votre vision. La véritable richesse n'est pas dans ce que l'on retient, mais dans la fluidité avec laquelle on traverse le monde. Celui qui est encombré de biens matériels finit par devenir le gardien de son propre musée, un prisonnier doré qui a troqué sa liberté de mouvement contre la sécurité illusoire de l'accumulation. Le poison de la matière réside dans sa capacité à coloniser le silence intérieur. Chaque objet est une pensée pétrifiée qui occupe une place dans la crypte de votre conscience. Lorsque vous vous entourez de superflu, vous créez un bruit visuel et spirituel qui sature vos capteurs intuitifs. Les anciens guerriers du Bushido pratiquaient le minimalisme radical non par pauvreté, mais par stratégie. Un esprit sans encombre est un esprit capable de réagir à la vitesse de l'éclair. L'accumulation obsessive crée des zones d'ombre dans votre architecture mentale où stagnent l'anxiété et la peur de la perte. Plus vous avez de choses à protéger, plus vous devenez vulnérable aux fluctuations du monde extérieur. Vous n'êtes plus un prédateur du futur, mais une proie du présent, terrifié à l'idée que son château de sable ne s'effondre. Pour réveiller votre grandeur, vous devez opérer une purge alchimique. Le vide n'est pas une absence, c'est le luxe ultime de celui qui n'a besoin de rien pour être tout. En vidant votre espace physique, vous libérez une pression colossale dans votre espace spirituel, permettant à l'énergie de la création de circuler à nouveau sans obstacle. L'analyse de cette accumulation révèle une tentative désespérée de l'ego pour combler un vide existentiel par de la densité matérielle. Mais la matière morte ne peut jamais nourrir une âme vivante, elle ne fait que l'étouffer. En cherchant la sécurité dans les objets, vous avouez votre impuissance à trouver la force en vous-même. Les maîtres zen enseignaient que la main qui s'agrippe ne peut rien saisir de nouveau. Pour recevoir l'abondance de l'univers, vous devez avoir les mains et l'esprit vides. L'accumulation est une barrière quantique. Elle fige votre réalité dans un état de stagnation permanente. Vous devenez statique, incapable d'embrasser le changement ou de saisir les opportunités qui exigent une mobilité totale. Le succès, dans sa forme la plus pure et la plus mystique, est un flux, un mouvement perpétuel. La matière morte est le barrage qui interrompt ce flux. Pour celui qui veut régner, le détachement n'est pas une vertu morale, c'est une nécessité technique. Il faut apprendre à brûler les scories de l'existence pour ne garder que l'acier pur de la volonté. La physique de la souveraineté exige une économie de moyens absolue. Chaque once de matière inutile que vous transportez est une énergie que vous ne consacrez pas à votre empire. Imaginez la puissance d'un homme qui ne possède que l'essentiel, mais dont l'essentiel est d'une qualité divine. Cet homme est insaisissable, il peut se déplacer, pivoter et frapper avec une précision que l'accumulateur ne connaîtra jamais. L'accumulation obsessive de matière morte vous rend lourd, prévisible et lent. Elle vous lie à des lieux, à des souvenirs et à des obligations qui ne servent plus votre dessein actuel. La grandeur exige une forme d'errance spirituelle, une capacité à se détacher de tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à la mission. En purgeant votre vie du superflu,
vous redécouvrez la netteté de vos propres frontières. Vous n'êtes plus dilué dans vos possessions. Vous êtes concentré dans votre être. La matière morte exerce également une fascination hypnotique qui détourne votre attention de la quête de la perfection. On passe des vies entières à acquérir ce qui finira par nous enterrer. Dans les enseignements ésotériques, la possession est perçue comme un lien de parenté inversé. Ce que vous croyez posséder finit par vous engendrer à son image. Si vous vous entourez de choses vulgaires, massives et inutiles, votre esprit deviendra vulgaire, massif et inutile. Réveiller sa grandeur, c'est choisir la légèreté du spectre plutôt que la densité du cadavre. Le silence d'une pièce vide est plus riche que le vacarme d'un palais encombré. C'est dans ce vide que les idées les plus rares et les plus profondes viennent s'ancrer. En refusant l'accumulation, vous créez un appel d'air spirituel qui attire vers vous la véritable richesse, celle de l'esprit, de l'influence et de la maîtrise. Regardez autour de vous et identifiez tout ce qui n'a pas servi votre croissance au cours de la dernière année. Ce sont des cadavres qui consomment votre oxygène mental. L'accumulation obsessive de matière morte est le fardeau des esclaves qui croient que les chaînes en or sont des bijoux. Libérez-vous. Videz les étagères de votre esprit en vidant les tiroirs de votre maison. Ne craignez pas le manque, car le vide est le réceptacle de la puissance. Un homme qui n'a rien à perdre est un homme que personne ne peut arrêter. En devenant le maître de votre espace, vous devenez le maître de votre temps, car vous ne passez plus votre vie à gérer de la matière morte. Vous devenez enfin libre de sculpter votre réalité dans le marbre de l'éternité, avec la légèreté d'un souffle et la force d'un impact. Le succès n'est pas un poids que l'on traîne, c'est une aile que l'on déploie, et aucune aile ne peut battre si elle est chargée de plomb. La friction des colères stériles. La friction des colères stériles est cette érosion lente mais absolue de la force vitale par l'opposition intérieure aux événements inévitables. Dans l'enseignement secret des anciens guerriers japonais, la colère n'était pas perçue comme une preuve de caractère, mais comme une rupture de l'équilibre du ki, une faille dans l'armure par laquelle l'ennemi, ou le sort, s'engouffre pour dévorer l'initié de l'intérieur. Celui qui s'offusque de la pluie, qui s'emporte contre l'injustice du monde ou qui fulmine face à l'incompétence d'autrui, commet un acte de gaspillage métaphysique. Il tente d'opposer la frêle barrière de son émotion à la vague immense de ce qui est déjà advenu. Sur ce livre, nous comprenons que la souveraineté commence là où cesse la plainte. La colère stérile est une friction qui ralentit votre mouvement vers la richesse et la maîtrise. Elle transforme votre esprit, autrefois fluide et tranchant, en une surface rugueuse et usée qui s'accroche à chaque contrariété. Pour réveiller votre grandeur, vous devez atteindre cet état de neutralité souveraine où l'événement est traité comme une donnée brute et non comme un affront personnel. Le poison de la colère réside dans l'illusion de contrôle qu'elle procure. En criant contre l'inévitable, l'homme se donne l'impression d'agir, alors qu'il ne fait que subir un spasme de son ego blessé. Les maîtres zen enseignaient l'art du aiki, l'harmonisation avec l'énergie de l'adversaire ou de la situation. S'opposer frontalement à une force supérieure est la marque de l'ignorant qui finit broyé. La friction des colères stériles crée une chaleur interne inutile qui consume votre oxygène mental et embrume votre vision stratégique. Chaque seconde passée à détester une réalité que vous ne pouvez changer est une seconde soustraite à la construction de votre empire. Un esprit en colère est un esprit aveugle aux opportunités, car il est trop occupé à contempler ses propres blessures. Pour celui qui aspire au trône, l'émotion réactive est une chaîne dorée qui le maintient dans le rang des masses prévisibles. Le souverain, lui, observe la tempête avec la froideur du marbre, non par indifférence, mais par économie de force.
Il sait que sa haine ne modifiera pas la trajectoire de l'astre, mais qu'elle pourrait affaiblir la précision de son propre geste. L'analyse de cette friction révèle une incapacité pathologique à accepter le flux du Tao. Le monde ne vous doit rien et les événements ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont simplement fonctionnels ou dysfonctionnels par rapport à votre but. En injectant de la moralité ou de l'indignation dans les faits accomplis, vous créez une résistance qui vous épuise. Les anciens textes des maîtres rappellent que la puissance appartient à celui qui peut absorber le choc sans perdre sa forme. La friction des colères stériles est le mécanisme par lequel les médiocres s'autodétruisent. Ils se consument dans des débats inutiles, des rancœurs tenaces et des vengeances mesquines qui ne rapportent aucun capital. Pour réveiller votre grandeur, vous devez pratiquer la chirurgie du détachement émotionnel. Regardez vos échecs, les trahisons ou les retards, non pas comme des tragédies, mais comme des forces gravitationnelles avec lesquelles vous devez naviguer. En cessant de lutter contre le courant, vous commencez enfin à utiliser sa puissance pour vous propulser. La physique de la réussite exige une surface mentale parfaitement lisse. Toute aspérité émotionnelle crée une traînée qui diminue votre vitesse d'exécution. La friction des colères stériles est ce qui sépare le dilettante du professionnel de la destinée. Le dilettante réagit à tout, le professionnel n'agit que sur ce qui est transformable. Cette discipline de l'ombre demande une force de caractère colossale, car elle exige de tuer en soi le besoin de justice immédiate pour privilégier l'efficacité à long terme. Dans les anciennes bibliothèques japonaises, on disait que le sabre le plus redoutable est celui qui reste dans son fourreau, chargé d'une intention silencieuse. Une fois dégainé par la colère, il perd son mystère et sa menace. En gardant votre calme face au chaos, vous devenez une anomalie dans un monde de réactions nerveuses. Vous devenez celui qui décide, tandis que les autres ne font que répondre aux stimuli. La colère est également une forme de narcissisme. C'est croire que l'univers a commis une erreur en ne se conformant pas à vos désirs. Réveiller sa grandeur, c'est embrasser la dureté du réel comme un terrain d'entraînement. La friction des colères stériles disparaît dès que vous comprenez que votre paix intérieure est votre actif le plus précieux. Ne le vendez jamais pour le plaisir médiocre d'avoir raison ou de prouver que vous avez été lésé. Le succès est la seule réponse valable à l'adversité. Chaque fois que vous ressentez la montée de cette chaleur corrosive, imaginez que vous êtes un lac profond. Une pierre peut troubler la surface, mais elle finit toujours par couler dans les profondeurs où règne un silence immuable. C'est dans ce silence que se préparent les conquêtes les plus vastes. L'homme colérique est une marionnette dont les fils sont tirés par les circonstances. L'homme impassible est le marionnettiste de sa propre existence. En purgeant cette habitude de votre système, vous découvrirez une source d'énergie insoupçonnée. Tout le qui autrefois gaspillé dans les frictions intérieures devient disponible pour la stratégie, l'accumulation de richesses et la quête de la perfection. Vous devenez un prédateur silencieux, capable de traverser les zones de turbulence sans que votre pouls ne s'accélère. C'est ici que réside la véritable magie de la maîtrise. Le monde semble s'incliner devant celui qui refuse d'être dérangé par ses caprices. La friction des colères stériles est le bruit de fond de l'échec. Éteignez ce bruit, et vous entendrez enfin la musique des sphères qui guide les pas des monarques sans couronne. Décidez dès aujourd'hui que rien n'est digne de votre colère, sauf ce qui peut être transformé par votre action immédiate. Le reste est du vent, et on ne combat pas le vent. On oriente ses voiles. La grandeur n'est pas dans la force du cri, mais dans la solidité de la posture. En éliminant la friction de votre âme, vous retrouvez la vitesse de la pensée pure. Vous n'êtes plus une victime des événements, mais un alchimiste qui transmute le plomb des contrariétés en l'or de l'expérience souveraine. Le succès n'aime pas le bruit, il aime la précision froide et le silence des intentions accomplies.
Soyez ce silence et regardez comment le monde, fatigué de ses propres tempêtes, vient chercher refuge sous votre autorité tranquille. Le sommeil de la vigilance intuitive. Dans la pénombre des anciens dojos où l'on n'enseignait pas seulement à frapper, mais à percevoir l'invisible, les maîtres de l'ombre redoutaient un ennemi plus mortel que la lame adverse. La léthargie de l'esprit satisfaisait. Le sommeil de la vigilance intuitive est cette habitude insidieuse de s'abandonner au confort, ce cocon de soi qui finit par se transformer en un linceul pour l'ambition. Dans l'enseignement secret des guerriers philosophes du Japon médiéval, la sécurité était perçue comme une illusion dangereuse. Un voile qui anesthésie les sens et atrophie cette capacité animale et spirituelle à ressentir les courants du destin avant qu'ils ne se manifestent. Celui qui s'installe dans la tiédeur de ses acquis, qui cherche la facilité du repos et qui fuit l'inconfort de l'incertitude, commet un acte de trahison envers sa propre souveraineté. Sur Puissants livres oubliés, nous explorons cette vérité occulte. Le succès n'est pas un port de plaisance où l'on jette l'ancre, mais une navigation perpétuelle en haute mer. S'abandonner au confort, c'est accepter que ses muscles mentaux se transforment en graisse et que son intuition, autrefois tranchante comme un rasoir, devienne une lame rouillée, incapable de percer les mystères de la richesse et de l'influence. Pour réveiller votre grandeur, vous devez briser cette hypnose du bien-être et restaurer cet état de Zanshin, cette vigilance résiduelle qui fait du guerrier une entité éveillée même dans le silence absolu. Le poison du confort agit comme un narcotique qui s'infiltre par les pores de la vie quotidienne. En cherchant systématiquement le chemin de moindre résistance, vous désactivez les circuits neuronaux et spirituels de la survie créative. Les anciens maîtres savaient que l'intuition ne fleurit que dans la tension, dans cet espace étroit entre le danger et la maîtrise. L'habitude de s'abandonner au confort crée une forme de surdité métaphysique. Vous ne comprenez plus les signes avant-coureurs des crises, ni les murmures des opportunités rares, car votre esprit est trop occupé à digérer sa propre autosuffisance. Pour celui qui aspire à la domination de son propre destin, le confort ne doit être qu'un outil de récupération tactique et jamais une destination. Si vous dormez trop profondément dans vos certitudes, vous ne verrez pas l'ombre qui s'approche pour reprendre ce que vous avez bâti. Le réveil de la grandeur exige de cultiver une forme d'insécurité volontaire, un aiguisement constant des sens par la confrontation avec ce qui est dur, froid et exigeant. C'est dans ce frottement avec la réalité brute que l'étincelle de l'intuition jaillit, révélant les structures cachées du succès que la masse endormie dans son confort médiocre ne percevra jamais. L'analyse de ce sommeil révèle une peur de la vitalité pure, car la vie est mouvement, et le mouvement est inconfortable. En vous entourant de commodités, vous construisez une cage dorée qui limite votre rayon d'action et votre champ de perception. Les maîtres rappellent que la puissance appartient à celui qui peut rester immobile sous la pluie glacée, sans que son esprit ne se contracte. Le sommeil de la vigilance intuitive est le mécanisme par lequel les empires s'effondrent. Ils oublient la fin qui les a construits pour ne se souvenir que du festin qui les achève. Pour réveiller votre grandeur, vous devez réintroduire de la friction dans votre existence. La richesse véritable n'est pas faite pour les esprits mous. Elle exige une acuité mentale capable de traiter des volumes colossaux d'informations invisibles. En vous complaisant dans la facilité, vous devenez prévisible, et ce qui est prévisible est déjà vaincu par les lois de la compétition universelle. La physique de la souveraineté exige que l'esprit reste comme la surface d'un lac en haute montagne, calme, mais prêt à enregistrer la moindre ride provoquée par un insecte à des lieues de là. Cette sensibilité est impossible si vous êtes englué dans le confort. La trahison de vos sens commence par le refus de l'effort inutile. Pourtant,
c'est précisément l'effort inutile qui forge le caractère sacré du guerrier philosophe. S'entraîner quand on n'en a pas envie, étudier quand on est fatigué, rester vigilant quand tout semble calme, tels sont les rituels de protection contre l'atrophie. Le succès est un prédateur qui n'obéit qu'à ceux qui sont plus éveillés que lui. En choisissant la voie du confort, vous déposez vos armes et invitez le déclin à prendre place à votre table. Pour l'initié, chaque moment de facilité est une alerte, un signal qu'il est temps de changer de terrain pour retrouver la morsure du défi. Le sommeil de l'intuition est aussi une perte de connexion avec le divin. L'intuition est le langage par lequel l'univers communique ses secrets de richesse et de pouvoir. Mais ce langage exige un récepteur finement accordé, une âme qui n'est pas alourdie par les scories de la gratification immédiate. Réveiller sa grandeur, c'est choisir de vivre sur le fil du rasoir, là où chaque décision a du poids et où chaque erreur coûte cher. C'est dans cette zone de haute pression que le charbon de l'âme se transmute en diamant. En fuyant l'inconfort, vous fuyez votre propre transformation. Vous restez une version inachevée de vous-même, un potentiel qui s'évapore dans le confort tiède d'une vie sans relief. Le souverain est celui qui sait que son trône est un poste d'observation, pas un lit de repos. Identifiez les zones de votre vie où vous vous êtes endormi. Là où vous ne posez plus de questions, là où vous ne cherchez plus à dépasser vos limites, là se trouve votre tombeau. Le sommeil de la vigilance intuitive se brise par un acte de volonté radicale. Le retour à l'arène. Recherchez la difficulté, embrassez le froid et apprenez à nouveau à écouter ce que le silence a de plus profond à vous dire. La grandeur n'est pas une récompense pour les services rendus, c'est un état de vigilance ininterrompu qui se mérite à chaque seconde. En retrouvant vos sens de prédateur spirituel, vous redevenez capable de lire les motifs cachés derrière le chaos du monde. Le succès ne sera plus une quête anxieuse, mais une capture inévitable, car vous serez le seul à avoir vu la proie avant même qu'elle n'apparaisse. Soyez éveillés, soyez vigilants et laissez le confort aux ombres qui n'ont jamais osé regarder le soleil en face. La déférence envers les fausses autorités. Dans le silence oppressant des salles de conseil et sous les voûtes de marbre où la masse se courbe par habitude, les anciens maîtres identifient l'une des chaînes les plus invisibles et les plus lourdes du destin humain, l'abdication du jugement propre. La déférence envers les fausses autorités est cette habitude de soumettre son qui, sa force vitale et sa vision stratégique à des dogmes extérieurs qui ne servent pas votre ascension, mais le maintien de l'ordre établi par autrui. Dans les anciens enseignements des guerriers philosophes japonais, le véritable maître n'était pas celui qui obéissait aveuglément à la tradition, mais celui qui en extrayait l'essence pour forger sa propre vérité, une vérité capable de trancher les illusions de l'époque. Celui qui s'incline devant les titres, les diplômes ou les consensus sociaux sans passer ses autorités au crible de sa propre intuition se condamne à n'être qu'un satellite gravitant autour du soleil des autres. Sur Puissants livres oubliés, nous explorons cette faille métaphysique où l'homme échange sa souveraineté contre une sécurité psychologique illusoire, préférant avoir tort avec la multitude que raison dans la solitude magnifique de sa propre clarté. Pour réveiller votre grandeur, il est impératif de comprendre que toute autorité qui ne résonne pas avec votre géométrie intérieure est une usurpation, un parasite qui se nourrit de votre potentiel de création pour engraisser un système dont vous n'êtes que le figurant. Le poison de la déférence agit par la sédimentation des dogmes dans les couches profondes de l'inconscient. En acceptant les définitions du succès, de la morale ou de la richesse dictées par la masse ignorante ou par des institutions décrépites, vous construisez une prison dont vous êtes le propre geôlier. Les anciens textes rappellent que la loi du monde est souvent l'inverse de la loi de la puissance.
Là où la fausse autorité prône la prudence, le souverain voit une opportunité de conquête. Là où elle impose la conformité, l'initié cultive sa singularité radicale. La déférence envers les fausses autorités crée une distorsion dans votre vision du réel. Vous ne voyez plus le monde tel qu'il est, mais tel qu'on vous a ordonné de le percevoir. Cette cécité volontaire est le tombeau de la richesse, car l'argent et l'influence coulent vers ceux qui voient les failles du système et non vers ceux qui en respectent scrupuleusement les règles obsolètes. Pour celui qui aspire au trône, briser ses idoles mentales est le premier acte de libération. Il ne s'agit pas de rébellion puérile, mais d'une exfiltration spirituelle, d'un retour à la source de sa propre loi intérieure, là où la seule autorité reconnue est celle de l'efficacité et de la vérité expérimentée. L'analyse de cette soumission révèle une peur ancestrale de l'exclusion. L'homme craint d'être seul face à l'immensité du vide, et les fausses autorités lui offrent une boussole, même si celle-ci est faussée. En suivant des guides aveugles, vous vous rassurez, mais vous marchez vers l'abîme de la médiocrité. Les maîtres enseignent que le véritable pouvoir exige d'embrasser l'hérésie. Si vous voulez ce que personne n'a, vous devez oser penser ce que personne ne pense et ignorer les avertissements de ceux qui ont échoué à bâtir leur propre destin. La déférence envers les fausses autorités anesthésie votre capacité de détection du mensonge. Vous devenez perméable à la propagande sociale, aux modes intellectuels et aux peurs collectives. Pourtant, la souveraineté est un état de solitude sacrée. Un roi ne demande pas la permission d'exister, il impose sa réalité par la densité de sa présence. En cessant de vous justifier auprès de tribunaux qui n'ont aucune juridiction sur votre âme, vous récupérez une énergie cinétique colossale, celle-là même qui était gaspillée à essayer de bien faire selon des critères étrangers à votre nature profonde. La physique de la réussite ne reconnaît aucun expert, seulement des résultats. Dans le domaine occulte de la maîtrise de soi, la seule autorité valable est celle qui produit une transformation réelle du plomb en or. Toute doctrine qui vous demande de sacrifier votre intuition sur l'autel de la tradition est une entrave à la circulation du qui. La déférence envers les fausses autorités fige votre évolution. Elle vous empêche d'atteindre le stade de la singularité où vous devenez votre propre référence. Imaginez la force d'un esprit qui a décidé de ne plus croire que ce qu'il a vérifié par le feu de l'action. Cet esprit est invulnérable à la manipulation, car il possède son propre centre de gravité. Il ne cherche plus la validation dans le regard des prétendus sages, mais dans la solidité de ses propres accomplissements. En tuant en vous le besoin d'un maître extérieur, vous permettez au maître intérieur de s'éveiller et de prendre les commandes de votre destinée. La fausse autorité se nourrit également de votre paresse intellectuelle. Il est plus facile de suivre un manuel que de rédiger son propre code de conduite. Mais le succès rare appartient à ceux qui ont le courage de naviguer sans carte. Réveiller sa grandeur, c'est accepter que personne n'est mieux placé que vous-même pour connaître le chemin de votre propre excellence. La déférence envers les fausses autorités est le voile qui vous cache votre propre divinité. En déchirant ce voile, vous découvrez que les géants devant lesquels vous vous incliniez ne sont que des ombres projetées par votre propre peur. En vous levant de toute votre hauteur, vous verrez que le monde est un champ de force malléable, attendant simplement qu'une volonté non fragmentée vienne lui donner une forme nouvelle. La richesse n'aime pas les serviteurs zélés du système, elle aime les architectes de nouveaux mondes qui ne répondent qu'à leur propre vision. Interrogez chaque dogme que vous tenez pour vrai. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez sur l'argent, sur le travail, sur le respect ou sur la vie? Si la réponse commence par « parce qu'on m'a dit », alors vous êtes encore en captivité. La déférence envers les fausses autorités s'arrête là où commence le doute souverain.
Ne laissez plus aucun livre, aucun expert, aucune religion et aucune loi sociale dicter la limite de vos possibles. Soyez votre propre juge, votre propre prêtre et votre propre monarque. Le succès est le privilège de celui qui a osé être seul contre tous pour finir par être suivi par tous. En retrouvant la source de votre vérité intérieure, vous cessez d'être une conséquence pour devenir une cause. C'est ici, dans ce refus radical de la soumission mentale, que se forge le noyau de votre puissance future, une puissance que rien ne pourra ébranler, car elle ne dépend de rien d'autre que de la clarté de votre propre conscience éveillée. La peur de la dissolution de l'ego. Au sommet de la montagne sacrée, là où l'air se raréfie et où les dernières illusions de l'identité s'évaporent dans le néant fertile, les sages placent l'ultime gardien du seuil, l'attachement au moi. La peur de la dissolution de l'ego est la barrière finale, la muraille invisible mais infranchissable qui sépare l'homme qui lutte pour le succès de celui qui incarne le succès. Dans les enseignements ésotériques les plus profonds des maîtres zen et des sages du Bushido, l'ego est perçu comme une coque de protection devenue une prison. Pour celui qui navigue sur les eaux des livres anciens, cette peur est le frein ultime à la puissance absolue, car elle empêche de fusionner avec le flux universel du succès sans effort. Ce stade suprême où l'action n'est plus une résistance, mais une danse avec les lois de la réalité. L'homme ordinaire s'agrippe à son nom, à son histoire, à ses blessures et à ses certitudes comme un naufragé à une planche pourrie, ignorant que c'est précisément cet ancrage au moi qui l'empêche de nager librement dans l'océan de l'abondance. Réveiller sa grandeur exige cet acte de mort symbolique, ce saut dans l'abîme où l'on accepte de perdre sa forme étroite pour devenir le courant lui-même. Le véritable souverain n'est pas celui qui impose son ego au monde, mais celui qui a fait de son esprit un réceptacle vide, permettant à la force créatrice de l'univers de s'écouler à travers lui sans la moindre friction. Le poison de l'ego réside dans sa nature fragmentaire et séparatrice. Il vous fait croire que vous êtes un individu isolé, luttant contre un monde hostile, alors que la richesse et la maîtrise ne sont que des extensions de votre propre fréquence vibratoire. La peur de la dissolution de l'ego crée une tension permanente, un effort de chaque instant pour maintenir une image de soi cohérente et victorieuse. Cette tension est le contraire du Wu-Wei, cette non-action active où le résultat est obtenu avec la précision d'une flèche qui trouve sa cible sans que l'archer ne cherche à la guider. Les anciens maîtres rappelaient que plus l'ego est dense, plus la résistance au succès est forte. L'ego veut posséder le succès, il veut en tirer une gloire personnelle. Et c'est précisément ce désir de possession qui fige l'énergie et provoque l'échec. Pour celui qui aspire à la souveraineté totale, l'identité doit devenir fluide, une cape que l'on revêt ou que l'on quitte selon les besoins de la stratégie, sans jamais s'identifier à la fibre du tissu. En dissolvant les frontières rigides de votre personnalité, vous permettez à votre qui de s'étendre au-delà de votre corps physique pour englober vos projets, vos actifs et votre influence, les transformant en parties intégrantes de votre être. L'analyse de cette ultime barrière révèle que la peur de mourir à soi-même est la racine de toutes les autres stagnations. Si vous avez peur de perdre votre importance, vous ne pourrez jamais déléguer, vous ne pourrez jamais apprendre des plus grands, et vous ne pourrez jamais pivoter lorsque le destin exige un changement radical. Les maîtres de l'ombre enseignent que l'ego est un voile de poussière sur le miroir de l'âme. En nettoyant ce miroir, vous découvrez que votre véritable essence n'est pas cette construction mentale limitée, mais une volonté pure capable de plier le réel. La peur de la dissolution de l'ego vous maintient dans l'illusion de la petitesse, car l'ego se sent en sécurité dans ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît est la pauvreté ou la lutte. Le succès sans effort
Cette fluidité déconcertante des monarques sans couronne exige de renoncer au contrôle conscient pour laisser place à la vigilance intuitive. C'est le moment où le sabre frappe de lui-même, où l'argent afflue sans que vous n'ayez besoin de chasser, simplement parce que vous avez cessé de faire obstacle à la circulation de la puissance par vos doutes et vos besoins de reconnaissance. La physique de la grandeur ne peut s'exercer que sur une entité non résistante. Dans le vide quantique de la création, l'intention est instantanée, mais l'ego, avec ses peurs et ses attentes, ralentit le processus de manifestation. La peur de la dissolution de l'ego est l'interférence qui brouille le signal entre votre vision et sa réalisation matérielle. Réveiller sa grandeur, c'est accepter de n'être personne pour pouvoir devenir tout. En cessant d'être cet individu anxieux qui veut prouver sa valeur, vous devenez une force géologique, une nécessité historique. Le succès ne devient plus une récompense, mais une conséquence naturelle de votre alignement avec les flux invisibles de la réalité. Les anciens sages disaient que le ciel et la terre durent parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes. De la même manière, l'empire de celui qui a dissous son ego ne connaît pas de déclin, car il n'est plus lié à la fragilité d'une personne, mais à l'immortalité d'un principe. La dissolution n'est pas l'annihilation, mais l'expansion. En brisant la prison de l'ego, vous ne disparaissez pas, vous vous multipliez. Vous n'êtes plus l'esclave de vos réactions émotionnelles, de vos blessures d'enfance ou de vos besoins de validation. Vous devenez le centre immobile d'un cyclone de puissance. La peur de la dissolution de l'ego est la crainte que le silence ne soit qu'un vide, alors qu'il est la plénitude totale. C'est dans ce silence, libéré du bavardage incessant du moi, que les stratégies les plus rares et les plus audacieuses prennent forme. Un homme sans ego est imprévisible, indétectable par ses ennemis et irrésistible pour ses alliés, car il ne présente aucune surface d'accroche pour la manipulation ou l'intimidation. Il est comme le vent qui traverse la forêt sans être capturé par les branches. Pour celui qui veut régner sur son propre royaume, l'effacement de soi est l'acte de pouvoir suprême. Osez regarder ce qui, en vous, refuse de lâcher prise. Osez affronter cette part de vous qui préfère la lutte de l'ego à la victoire silencieuse de l'être. La peur de la dissolution de l'ego se dissipe dans l'action pure, là où il n'y a plus de place pour l'observateur critique, seulement pour le geste parfait. Ne craignez pas de perdre ce que vous croyez être, car ce que vous découvrirez à la place est infiniment plus vaste et plus puissant. Le succès sans effort est la récompense de celui qui a eu le courage de s'effacer pour laisser sa grandeur naturelle prendre toute la place. En franchissant cette ultime barrière, vous n'atteignez pas seulement le succès, vous devenez la source même du succès. Le sabre de la clarté vient enfin trancher les dernières chaînes de votre ancienne existence. Au terme de ce voyage dans les arcanes de la sagesse japonaise, une vérité fondamentale s'impose. La grandeur n'est pas une destination lointaine, mais un état de pureté originelle que vous aviez simplement étouffé sous les scories du monde. En éliminant ces 10 impuretés, vous avez opéré une alchimie de l'âme, transformant le plomb de vos habitudes réactives en l'or de la souveraineté intérieure. Le succès n'est plus une cible que vous devez traquer avec anxiété. Il devient votre propre ombre, vous suivant fidèlement à chaque pas. Vous avez appris que la richesse aime le silence, que la maîtrise exige le sacrifice et que la véritable puissance naît du vide. Désormais, vous ne luttez plus contre le flux de la vie. Vous êtes le flux. Votre vision est devenue un sabre affûté, capable de discerner l'essentiel à travers le brouillard des illusions sociales. Portez cette clarté comme une armure invisible. Ne retournez jamais dans le sommeil de la masse. Restez ce guerrier philosophe, cet architecte de l'ombre qui bâtit son empire sans bruit avec la précision chirurgicale de celui qui a cessé de se mentir.
Votre grandeur est réveillée, et devant cette force tranquille et absolue, l'univers n'a d'autre choix que de conspirer à votre triomphe. Le livre est clos, mais votre règne, lui, ne fait que commencer. Allez, et agissez dans le silence sacré des monarques. Le voyage entamé sur puissants livres oubliés s'achève ici, au point où vous réalisez que vous n'êtes plus l'apprenti cherchant la lumière, mais le soleil lui-même brillant d'un éclat calme et éternel sur un monde qui ne demande qu'à être réveillé par votre présence souveraine. Vous êtes maintenant libre de créer, de posséder et de dominer, non plus comme un homme qui désire, mais comme un Dieu qui ordonne.